vous êtes ici, épinglés sur la carte, dans les rouages fous du myocarde. Vous êtes ici, fantômes de vous-même, sombrant dans les fascines, fossés branchés. L'île, je palpe le son des rires qui courent ces rues. Intense et partout, le bleu se décline, insensé portrait, couleur codéine. Découverte, bec ouvert des lagons bercés de l'île calcaire, sous son arche de roche immense, azure window qui me surplombe, fenêtre sur le monde. Donc voilà, vous êtes ici, et vous êtes ici rassemblés aujourd'hui sous une espèce d'ombre un peu très, très forte, qui est l'ombre de Marcel Moreau. Parce que Marcel Moreau est un petit peu le lien de cette journée, puisqu'il y a deux auteurs qui sont rassemblés durant cette rencontre. Un peu plus tard, donc il va y avoir un autre auteur qui s'appelle Raymond Choquet, qui est un auteur qui n'a rien laissé, si ce n'est des écrits photocopiés, des restes de textes qu'on a retrouvés et qu'on a édités. Et pourquoi je dis que Marcel Moreau est le lien entre ces deux livres? Parce que Morgane, lors du film qu'on a fait sur Marcel Moreau, a rencontré cet auteur qui a été surpris et assez attiré par son île Quimboiseuse, qui est un titre qu'aurait pu avoir Marcel Moreau. On l'entend déjà prononcer le nom de ce livre, l'île Quimboiseuse, lui qui aimait tellement les mots un peu passés de mode, et mode est évidemment un mot qui ne veut rien dire chez lui. Et donc on parlera plus tard de Raymond Choquet. Ici on est avec Morgane Eman, qui l'année dernière nous avait parlé d'une nouvelle qui s'appelle « Au fond, un jardinet étouffé », qui était aussi publiée chez Malmström, dans la collection Bruxelles se compte, qu'il a été un exercice pas de style, mais en tout cas un exercice de thème, puisqu'il fallait écrire sur Bruxelles. Et on a beaucoup parlé de la présentation d'aujourd'hui, et on n'est pas d'accord. Donc déjà, cette rencontre littéraire est placée sur le désaccord complet, parce que pour moi, cette nouvelle-là est une carte pour aboutir à cette île. C'est-à-dire que cette nouvelle-là parle, et presque de l'autofiction, même si tu n'aimes pas ce terme-là d'autofiction, mais en tout cas, ça parle de façon plus intime de ton rapport à la ville de Bruxelles, de comment tu es arrivé à Bruxelles, et puis comment tu as fui vers l'île de Malte. Et l'île de Malte est l'inspiration pour ce livre qui s'appelle L'île Quimboiseuse. Donc pour moi, c'est une clé. Pour moi, c'est une clé pour appréhender ce livre, qui est un roman-poème. Je dis ça parce qu'il en reste 5, je crois. Si, oui. Donc voilà, ça c'est au cas où, si quelqu'un a envie d'une clé de lecture pour cette île Quimboiseuse, mais j'aimerais bien commencer par notre désaccord, puisque pour toi, c'est pas du tout une clé, puisque ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. D'abord, ça a été écrit après, et c'est pas du tout la même démarche d'écriture, le même format, la même façon d'écrire. Et c'est la nouvelle est le texte le plus personnel que j'ai jamais écrit, parce que c'était mon rapport intime à Bruxelles. Et ici, l'île Quimboiseuse, c'est vraiment... même si la nouvelle était aussi de la fiction, dans le sens où j'ai composé avec le réel, mais en inventant des tas de choses, dans l'île Quimboiseuse, tout est fiction, même si ça part aussi... le point commun, on va dire que c'est les ressentis qui sont réels, mais le travail sur la langue est tout à fait différent. Ce qui est réel, c'est que oui, l'inspiration vient de Malte, mais c'est quand même une île fantasmée, c'est une île alternative. Et voilà, je pense que j'écris toujours sur des choses qui me sont arrivées ou que j'observe dans la vie réelle, mais je n'écris pas le réel, ça c'est certain. Et on va peut-être... Et le point de désaccord, c'était le fait que, pour moi, je ne suis pas mes personnages. Je suis dans mon livre, et c'est évidemment des choses que je pense. J'ai pris le texte comme prétexte pour parler de mon aversion pour l'école, par exemple, mais c'est pas moi, le personnage n'est pas moi. Et peut-être pour que tout le monde... Ouais. Un peu plus fort pour eux. Plus fort. Pour que tout le monde soit d'accord, que tout le monde comprenne de quoi on parle, j'aimerais juste que tu reviennes un petit peu sur ce que raconte justement ton île Quimboiseuse.
un petit peu, de résumer globalement ce que le livre raconte pour que tout le monde soit au même niveau, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc l'île Quimboiseuse, le mot quimboiseuse vient des Antilles. Au départ, c'est pas un adjectif, c'est un nom. Un quimboiseur et une quimboiseuse, c'est un sorcier, un jeteur de sorts aux Antilles. Mais plus largement, c'est aussi le maître des connaissances, donc c'est pas nécessairement péjoratif. Et donc moi, j'en ai fait le titre parce que l'île sur laquelle se retrouvent tous les personnages, c'est une île qui ne les laisse pas s'en aller en fait. Donc il n'y a pas trop de portes de sortie possibles. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment négatif? Ça, vous le saurez si vous lisez, mais c'est vraiment des échoués volontaires à la base qui vont un peu évoluer ensemble dans une espèce de... C'est le lieu, le personnage en fait, à la base. Et donc voilà, le personnage principal débarque sur cette île, apprend la langue, l'anglais dans une école, et va petit à petit découvrir les recoins de l'île. Et j'ai essayé d'écrire un long crescendo jusqu'à la fin, pour aller vers, à chaque fois, les profondeurs de l'île. Et pour justement exprimer un petit peu ce qu'est cette île, tu as choisi de faire une citation de Samuel Beckett en début de livre, que tu aimes beaucoup. Et cette citation, c'est celle-ci, c'est « Mais réfléchissez, réfléchissez, vous êtes sur Terre, c'est sans remède. » Et ça, c'est à la fois, tu vois, c'est à la fois ce que tu aimes chez Beckett, c'est justement ce côté, c'est terrible ce qu'il dit, mais en même temps, c'est drôle aussi. On oublie toujours aussi cette... C'est drôle, et en même temps, pour moi, ça n'est pas beaucoup de gens pensent que c'est un théâtre absurde, mais aussi désespéré, et pour moi, ça n'est pas du tout. Moi, je vois ça comme quelque chose, justement, où c'est sans remède, alors faisons-en quelque chose, je ne sais pas. Oui. Oui, ça ramène à une discussion qu'on avait eue il n'y a pas si longtemps, de voir un petit peu tout ce qui est, tout ce qu'on pense acquis dans notre mode de vie, qui est de transmettre, d'avoir envie de faire des choses, alors que finalement la seule certitude que nous avons, c'est justement que c'est sans remède et que nous sommes le seul truc qui nous réunit, c'est la mort. C'est la seule chose sur laquelle on peut être sûr. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on est sûr que d'une chose, et c'est celle-là, et encore. Et en fait, c'est un petit peu cette thématique aussi dans ton livre, qui à la fois se sert de ta vie, puisque je rappelle que ça raconte en fait ton arrivée à Malte sur cette île. Ça raconte pas ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ça prend ce point de départ là, et en fait, toi, c'est un événement qui a été très heureux dans ta vie, et dans le roman, c'est un événement, enfin c'est un livre qui est extrêmement noir, qui parle de thématiques extrêmement dures. Oui, en fait, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire un roman, tout ce qu'il y a de plus banal, et ça sortait pas sous cette forme-là, et je me suis aperçue que ce qui guidait l'écriture, c'était vraiment le lieu. Donc, je me suis focalisée là-dessus, et le premier texte est sorti sur un quartier de l'île qui s'appelle Patcheville. D'ailleurs, c'est le seul nom que j'ai gardé, le seul nom réel que j'ai gardé de Malte, Patcheville, et c'est sorti comme ça sous forme de monologue où je parle au lieu, et donc c'est le lieu qui a tout fait naître, et le fait d'écrire comme ça le premier chapitre avec des retours à la ligne très rythmés, je suis quand même revenue à mon envie d'écrire le roman après. Je me suis dit, bon, c'est un long poème qui va former un premier chapitre, mais pourquoi pas alterner poésie et prose tout à fait normale. Et j'y arrivais pas, donc j'en ai fait une contrainte. J'ai fait de cette forme-là une contrainte, avec ce travail sur la langue, avec les sons qui se répondent entre eux, tout en voulant dire quelque chose de très précis. Voilà.
Je sais plus ce que tu voulais me faire dire. Et avant de lire un petit extrait, justement, pour montrer ce qu'on entend par, justement, poème, roman, poème, parce que l'île Quimboiseuse est décrit ici en dessous, juste en dessous, par roman, poème. Donc c'est un roman, poème, c'est l'appellation que tu as choisi de donner à ce livre avec ton éditeur, David Giannoni, parce que c'est ce qui te semble le plus proche, en fait, de ce que tu as voulu écrire. Et je pense que tu as même eu envie, à un moment, de réécrire ton livre sous la forme d'un roman pur. Oui, j'ai toujours cette envie-là, pas de réécrire la même chose, mais de revenir à la base de ce que je voulais, parce que en fait, j'adore les exercices de style. Moi, je suis une fan de Queneau et j'adore écrire la même chose, et en même temps, en écrivant la même chose, on se rend compte qu'on part ailleurs et que c'est tout à fait différent. J'aime beaucoup l'Oulipo aussi et toutes ces espèces d'expériences littéraires très axées sur la langue. Et j'ai toujours le projet aussi de traduire. En même temps, ce ne sera jamais vraiment une traduction vers l'anglais, puisque tous les gens que j'ai rencontrés à Malte, la plupart ne parlent pas français. Et donc, c'est dommage que les premières personnes qui pourraient comprendre ce que j'ai écrit, en ayant vécu dans les endroits qui ont inspiré le livre, ne pourront jamais le lire tel quel, parce que le travail sur la langue est tellement poussé à l'extrême que ce sera de toute façon jamais traduit tel quel, quoi. Et juste pour l'anecdote de Marcel Moreau qui nous relie, qui sert de lien à cette journée, à cette rencontre, il n'aimait pas beaucoup, et ça c'était... Enfin, il n'aimait pas, c'est pas qu'il n'aimait pas, mais il ne comprenait pas pourquoi tu appelais ton livre un roman. Oui. Ça, c'est drôle. Lui, il détestait, par exemple, qu'on dise de ses livres, y compris les premiers, romans. Il disait à la rigueur essai. C'était drôle cette discussion. Que toi, tu essaies de lui expliquer un petit peu pourquoi tu jugeais que c'était un roman, et lui il disait mais pourquoi tu appelles ça un roman? Oui, pour lui, il écrivait des essais, et moi j'ai vraiment axé mon écriture sur l'action et les personnages. Et en même temps, quand j'y pense, sans penser aux profondeurs que j'y ai mises, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien dans mon livre, parce que j'ai travaillé surtout sur les détails du langage et des sonorités. Mais il y avait cette volonté de raconter quand même une histoire avec des personnages, avec des chapitres, quelque chose qui se suit, un début et une fin. Et c'est pour ça que même il fallait mettre sur la couverture que c'était de la poésie, parce que c'est la forme qui ressort, mais c'est un roman, quoi. Et lui, il ne supportait pas ça. Pour lui, il avait écrit des essais parce que tout était un peu pamphlet, et c'était les idées qui primaient dans ses textes, même s'il y avait toute cette urgence du rythme et tout ce qui va avec. Et justement, pourquoi ça s'intitule un roman? C'est tout simplement parce qu'il y a une idée assez forte qui aurait pu d'ailleurs être écrite comme un livre de science-fiction, un livre pour jeunes qui aiment lire des... On aurait pu en faire un Hunger Games de ça. Ça aurait pu être ça. Parce que l'idée forte du livre, c'est une idée qui pourrait être un film de science-fiction superbe. Je ne sais pas si tu peux en parler, parce qu'on ne peut pas vraiment dévoiler pourquoi. Parce il se passe quelque chose quand les personnages du livre... on peut dire ça pourquoi, quand ils s'excusent. On ne peut pas dire ce qui se passe. Non, on ne peut pas dire ce qui se passe, mais on peut dire que dès qu'il y a un personnage qui s'excuse dans le livre, il se passe quelque chose. Et on ne dira pas quoi, bien que je risque de vendre la mèche rapidement, j'adore divulgacher. Il y a aussi des choses... En fait, j'ai jamais voulu écrire du fantastique ou de la science-fiction, c'est juste que les images là-bas étaient tellement fortes que c'est devenu quelque chose d'un peu délirant. Et par exemple, il y a un monument qui s'appelle le Freedom Monument, qui est inspiré par un vrai monument à Malte qui s'appelle le Love Monument, qui est en fait juste les lettres Love en gigantesque à l'envers, à côté de l'eau, et donc le reflet dans l'eau, on voit Love écrit à l'endroit. Et ça m'a inspiré ce Freedom Monument qui est encore plus grand qu'à Malte, donc vraiment gigantesque. Et sur les lettres, les gens en fait se pressent pour escalader ce monument, et c'est le suicide collectif
sans que personne n'ait rien à y redire, quoi. C'est tout à fait normal, puisqu'on ne sait pas sortir de cette île, eh bien, on va tenter par ce biais-là de voir si ça fonctionne. Et ça, c'est oui, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui peut pas être réel, mais moi, j'y ai pas pensé en tant qu'élément fantastique, quoi. Et c'est aussi un peu comme ça que Marcel Moreau écrivait, puisqu'il y a aussi des choses qui sont un peu de l'ordre du délire, où on ne sait plus très bien si le personnage, s'il est sous influence, ou bien si c'est quelque chose de fantasmé ou de rêvé, et ça a l'air tout à fait normal. Et c'est cette connexion à l'absurde aussi qui fait que je suis très attachée à Beckett et à tous ces gens-là. Et la couverture du livre, un petit peu, peut révéler justement ce qui se passe lorsque les personnages s'excusent, ou enfin un petit peu comme on a l'habitude dans la vie, c'est-à-dire oh pardon, tu m'excuses, oh je suis désolé. Et disons, tu as presque, ça sans le savoir, tu as parlé de quelque chose qui s'est passé justement à Malte après, beaucoup de temps après. Mais la couverture, enfin moi je la montre comme je ça, suis on la voit pas fan de bien. ma couverture, parce que ça, en fait, Si on la voit comme ça, on comprend. Non, allez. C'est une artiste que j'ai découvert sur Instagram, que je connaissais pas du tout, mais dont je suivais le travail. Et c'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un pour mettre en image quelque chose que j'avais en tête. Et enfin, c'est tout à fait ça, parce que c'est vraiment... dedans, on retrouve le fait que Malte soit l'influence et en même temps que le livre ne parle pas du tout de Malte. Et enfin, dans cette couverture, il y a les premiers mots du texte et il y a la toute fin du texte. Et donc, voilà, c'est aussi un jeu pour le lecteur, si vous retrouvez, si vous retrouvez sur la couverture de quoi on peut dire ce que c'est ou pas? Bah, ça n'a pas trop d'intérêt, les gens le verront. Non, on ne peut pas dire le monument que ça représente. On ne dit pas. Bah, je sais pas, en plus c'est une idée. Ça va, on ne dira rien. On ne dira rien. La couverture est belle, tu vois, donc c'est au moins ça enfin, moi ça me donne envie de lire mon livre. Mais... Et on va lire un extrait. On va lire un extrait qui montre un petit peu comment, enfin tu lis ce que tu veux, mais qui montre un petit peu comment est écrit le livre, bien qu'on ait déjà eu un petit aperçu. Premier chapitre. Ce que tu veux. Donc chapitre 1, le vivier. Quartier de Patchéville, 23h42, un vendredi. Patchéville, un dernier regard sur le dehors de tes rues où le vivant s'agite encore, et je suis à toi. Rideau. Rideau de sable qui crisse, sans pitié euphonique sur mes tympans qui trébuchent déjà, sur chacun de tes grognements réguliers, dans tes tempes de plastique, sursaut monstrueux, dans chaque particule hébétée, danse épileptique. Toi qui me lis, toi qui m'écoutes, vois, vendredi qui s'embrase, et son soleil rouge qui plonge en pleine mer. L'île se rassemble, concentre ses forces pour apprêter les rangs. C'en est fini de nous, fini l'illusion blême de l'étoile brûlante. C'en est fini de vous, les jolis cœurs, même caparaçonnés. Les mélancoliques déracinés, les fêtards endimanchés, les touristes débranchés, les putes bon marché. Comme il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon sens. Tous les chemins mènent à vendredi nuit. Vos caps sont vains et votre réalité n'existe plus. Vos déhanchements de volailles mortes mettent l'île en appétit. Même la lune lui appartient. Et les armes rendues, seul compte l'énergie brute, brunâtre, que vous jetterez dans l'âtre, caisse commune. Car à la fin commence, c'est vendredi toujours, et l'on répond tous à l'appel de la tourbe qui s'en va repeindre le réel, de la reliure insidieuse, couture ébrieuse, entre crépuscule et petit jour, c'est l'appel frénétique de Patchéville. Patchéville, lieu de la détresse docile, je viens chercher ma part de mirage. Dans la foule en liesse qui grossit, grisée, tu t'infiltres dans les âmes en soupirail. Trottoir au carrelage meurtri, graissé d'immondices flous, tu t'immisces, il est l'heure, ton sourire et les leurs qui grandissent. Promesse latente du chaos. Dans tes caves bientôt comblées,
L'effervescence cogne contre ton vent trompeur, brise de terre qui balaie la chair humaine, qui dans un murmure pénétrant par le nez, par la bouche, par les pores, porte la chair au large. Large le cœur, la bouche béante des night-clubs, les néons sanguinolents. Le sang appelle le sang. Le soir se penche, et Pacheville, engoncé dans ses apprêts en toque, gronde doucement, comme le chien blessé qui appelle la main qu'il va mordre. Pacheville, à minuit j'ouvrirai ton corps comme un fruit trop mûr, et le flot des vers de notre temps en jaillira sans ponctuation. Pacheville, trottoir toujours plus luisant d'une seconde peau d'humeur morte, une fille gît là, les genoux entre ses bras, puis de détresse molle. Un homme soudain surgit, lui crache, crie d'impuissance terrifiant. « Pourquoi tu t'encombres de ton chagrin ?» Mais déjà par les ruelles je te descends comme un alcool fort, tu me réchauffes, je crois m'engouffrer en toi, bourrasque dodu qui fait claquer les portes, mais c'est toi, Pacheville, c'est toi qui soumets les obstinés, qui t'insinue à coups de coup d'œil tapageur, et moi, Pacheville, dans tes yeux troués je cherche l'iris, j'arrache tes cils et je plonge. Tes vibrisses me chatouillent, tu me renifles, je sais je suis une proie facile. Pacheville, dans tes abysses là-bas tu es multiple. Les portes s'ouvrent, se ferment, la musique bat, les rythmes se font et se retirent, ils galvanisent et rassemblent les désespérés et les extatiques. Pacheville, ta colonne vertébrale fuit par ton nombril. Dans ton ventre, il n'y a que du cru. Il y a des corps dans les coins, des corps comme des bonbonnes d'oxygène vide. Leurs âmes électriques flottent dans ton tumulte. Et moi je veux la liberté, celle des insensés. Pacheville, laisse-moi jouer avec toi. Laisse-moi fermer les yeux et avancer à tâtons. Pacheville, bâillonne-moi et laisse-moi voir. Je suis obscurcie par moi-même. Délivre-moi, Pacheville. Laissez-moi voir le monde par tes yeux, catacombes dilatées, où s'unissent dans tes miroirs nos illusions et nos désespoirs. Dans tes mangeoires, il y a l'avidité des tristes qui les fait renaître à chaque cri, éternel nouveau-né en quête d'une belle mort. Pacheville, t'as pas d'allure et tu speed. Tu ne sais faire que ça, mais je t'appartiens. Dans ta nuit j'habite, dans ton cou je me love, dans tes entrailles putrides je danse. Carnaval incessant, les innocents sont loin devant. Pacheville, je me lave les mains dans ton purin, j'ai le ventre qui fait des bulles, des remous marécageux. Pacheville, comme le chat tu souris, tu lèches mes plaies, de ta langue salée tu m'insultes, ta fumée noire me jette tous les sorts que j'ai demandés. Pacheville, marche-moi dessus, donne-moi le sein, fais-moi voir, fais-moi moite. Pacheville, chemin des tristes, laisse-moi fermer les yeux, des morts m'allonger sur les corps, sur le bar, des libellules, tequila s'affolent. Oh Pacheville, laisse les guitares t'emporter, toi qui n'as jamais vu comment ailleurs la nuit est faite. Laisse les mélancolies te rompre le cou, laisse les petits tenter de rendre les coups. Pacheville, toi qui n'as pas d'égout, tes abysses sont un moulin dont les pales brassent tout ce que tu refoules. Pacheville, il n'y a rien qui subsiste dans ton intérieur. Au petit matin, tu vomis ta bile. Les taxis encombrent la voirie, toujours en chantier. Au petit matin, tu craches nos humeurs dans les cendres, dans les décombres, dans les restes de ton feu sacré. Pacheville, dans le matin chantant, ma solitude a des ailes. Mais Pacheville, sois tranquille. Je reviendrai boire ton pu. C'est ce que tu préfères faire, c'est plutôt lire ton livre que d'en parler. On sent que c'est un supplice. Il faut savoir que c'est un supplice pour toi de venir d'expliquer ton livre. Tu détestes ça. J'ai beaucoup de mal à exprimer à l'oral ce que je veux vraiment dire. Et donc, voilà, j'ai du mal à parler du livre aussi, puisque si je l'ai écrit, c'est que je ne pouvais pas le dire. Donc tout est dedans. Et ton livre, il y a une progression dedans où les mots deviennent de plus en plus, pas compliqués, mais en tout cas où ils prennent plus de place. En tout cas, ils deviennent... Oui. Et en fait, c'était pas vraiment une volonté au départ, parce que j'écris au fil de l'eau, et en même temps, tout est, comment dire, il y a une structure. Donc en écrivant le début,
j'avais des choses qui venaient et je me disais ça c'est trop fort, je peux pas le mettre tout de suite, donc je vais le garder pour plus tard, ce qui fait qu'il y a une table des matières à la fin, il y a 4 chapitres sur Pacheville, donc je viens de lire le premier c'est vraiment je plante le décor de ce qui va venir, et ensuite il y a 3 chapitres sur Pacheville disséminés dans le texte qui vont vraiment crescendo, et il y a aussi 3 chapitres sur l'île où tout se délite jusqu'à la fin. Et au niveau du vocabulaire, comme j'ai travaillé très fort sur les sonorités, mais aussi sur les sens, en recherchant des mots qui voulaient dire ce que je voulais dire, et qui en même temps fonctionnaient bien ensemble, je me suis retrouvée face à des mots que je connaissais pas et qui en fait voulaient dire ce que j'avais envie de dire. Donc je les ai gardés, je les ai travaillés, et j'ai travaillé toujours avec un dictionnaire. Et donc tous ces mots-là sont devenus un terreau pour ce qui allait venir après, ce qui explique que le début, il est il est plus facile d'accès, on va dire. Et plus on va vers la fin, plus les mots peuvent sembler compliqués. En même temps, ils sont là pour une raison. Donc, j'ai pas été chercher des mots bizarres et compliqués ou obsolètes parce que c'était joli, mais parce qu'ils ont vraiment un sens dans l'histoire. Et donc, je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Ah oui, si, tu as un glossaire. Non, mais peut-être revenir toujours à Marcel Moreau, on revient. Ça, plus je cite Marcel Moreau, plus je suis content. Et lui aussi avait son dictionnaire, le Furetière, qui était important pour lui. Et c'était toujours il pouvait être très agressif quand il se rendait compte qu'il y avait un mot comme arguer qui perdait une petite. Tu vois, il avait discuté avec toi, le mot arguer. Et il se désolait que le mot change, qu'il se simplifie. On choisisse de le simplifier, il dit ça ne veut plus rien dire. Et c'était très concrètement qu'il parlait de la littérature, c'est-à-dire d'une façon, jamais il n'allait nous dire voilà ce que j'ai voulu dire, voilà ce que je pense du monde, ou voilà ce que. Enfin, il a fait en certains livres, mais ce dont il avait envie de parler, c'était surtout les mots. Et c'est vrai que c'était peut-être ce qui vous reliait aussi. C'est qu'il n'y avait pas de conversation désinvolte sur qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, dans le monde. Quand on a parlé pour la première fois de mon livre, après qu'il l'ait lu, il est allé chercher, parce qu'on n'était pas d'accord sur la vision du roman, et il a ouvert son énorme furetière pour me dire allez, cherche le mot roman, on va voir ce que ça veut vraiment dire. Et donc ça aussi, c'était quelque chose d'aller chercher des mots qu'on connaît tous. C'est le travail que j'ai fait aussi, de toute façon parce que j'ai besoin de me raccrocher au sens réel du mot, et on se rend compte en allant au dictionnaire qu'on ne sait jamais vraiment, parfois il y a des mots tellement familiers qu'on ne sait même pas les expliquer, et on retrouve aussi des sens différents, donc les mots ont souvent en fait différents sens, et j'ai essayé de jouer aussi sur les différents sens d'un même mot par exemple. Et donc c'était très difficile à la fin avec mon éditeur de réduire le glossaire, parce que le glossaire vient de mon outil de travail, donc j'ai des cahiers de brouillons d'écriture où il n'y a que du vocabulaire avec les définitions, et il y avait des mots comme éther par exemple, je ne sais pas si je l'ai gardé dedans, enfin, c'est un mot commun, mais avoir le sens écrit devant moi, ça fait partie de mon travail d'écriture, donc pour moi ça avait de l'importance de mettre des mots même connus dans le glossaire à la fin, juste, enfin pas pour expliquer au lecteur ce qu'il doit comprendre, mais pour partager mon outil de travail. Oui, parce que parfois tu prends un mot, mais dans pas sa première signification parfois. Oui. C'est parfois dans la deuxième, voire la troisième signification qui a un lien avec ton histoire, et c'est pour ça que parfois il y a des mots qu'on connaît tous ou qui ne sont pas plus compliqués qu'un autre, mais qui recèlent juste encore une grille de lecture pour comprendre ce que tu as voulu dire. Et donc dans le glossaire, tu dis ceci, tu dis « Les mots insolites ou méconnus que l'on croise dans l'île quimboiseuse ne sont donc pas là par hasard. Ils nourrissent l'âme du livre. De leur sens,
et de leur son. Et là, on en vient à un truc, à un podcast, mais ça, tout le monde n'écoute pas le podcast, ou peut-être personne ne l'écoutera, mais en tout cas, il y a un lien vers le podcast que tu as fait, qui explique et qui revient justement sur toutes les étapes pour écrire un livre, pour l'éditer, pour chercher l'éditeur, pour se dire est-ce que ça vaut la peine de l'éditer. Enfin, tu reviens vraiment sur, c'est une espèce de journal de bord d'un premier livre. Et ça, c'est souvent ce qu'on ne réalise pas, c'est tout le travail qu'il faut pour écrire un livre, l'éditer et se demander aussi si ça en vaut la peine. Oui, donc en fait j'ai commencé avec un premier podcast qui est un podcast de poésie, L'essence et les sons, dont on pourra reparler après puisque j'ai fait un épisode sur Raymond Choquet. Et un mois plus tard, donc c'était en juillet 2020, j'ai créé l'autre podcast qui est un podcast façon journal de bord qui s'appelle L'essence, les sons et l'écriture. Et la volonté au départ, je ne savais pas si ça allait intéresser quelqu'un ni si quelqu'un allait m'écouter, mais c'était surtout pour moi de trouver une façon de documenter l'écriture et le travail, mais d'une façon qui soit plus rapide que l'écriture, parce que écrire sur l'écriture pendant qu'on écrit, après j'écris trop et je sais plus où je suis, et donc le fait de parler, de me parler à moi-même chez moi tranquillement, me fait aussi sortir des choses et des pensées qui moi m'intéressent. Enfin, ça m'intéresse le fait de les dire rend la chose peut-être plus concrète et en tout cas fait naître d'autres pensées aussi sur le processus d'écriture. Et donc j'en ai fait une première saison sur ce que j'étais en train de faire en 2020, et quand on a discuté avec mon éditeur de l'île Quimboiseuse du fait d'aller vers sa publication réellement là en 2021, je me suis dit de toute façon je documentais déjà ce que j'étais en train de faire, mais là je ne pouvais pas parler du processus éditorial, on va dire, sans raconter à l'auditeur les prémices de ce qui avait mené au texte. Donc je suis revenue sur tout ce qui avait mené à ce texte depuis donc 2016, l'écriture, ce qui s'est passé après, ma recherche pour trouver un éditeur, et voilà, je trouve que c'est intéressant de documenter ça parce que je sais que je suis en train d'évoluer. Le moment où on s'est dit avec David Giannoni, là il faut le publier, j'ai senti vraiment que c'était maintenant ou jamais, parce que je suis en train de devenir, pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas je ne serai plus jamais celle qui a écrit ce livre en 2016, et donc je ne pouvais pas reprendre le texte. Enfin, c'était maintenant qu'il fallait le reprendre, parce que je ne pourrais plus jamais être dans le même pas le même état d'esprit, parce que ça c'est très... c'est tellement... ça s'en va tellement vite, mais le même flux d'écriture, avec les mêmes contraintes, la même vision vis-à-vis du vocabulaire que j'utilise, et le même emploi du rythme aussi. Tout ça est vraiment en train de changer, et je me suis rendu compte au moment où on a travaillé ça avec David que j'écrirais plus comme ça en fait. Que vraiment j'ai appris plein de choses tout au long de notre travail, mais aussi en rencontrant des tas d'auteurs, ce que je faisais jamais avant. Et donc j'apprends des choses sur mon écriture, sur l'écriture en général, et sur ce que j'ai envie de faire. Et voilà, là le travail il est terminé, même si quand je le relis à voix haute, j'ai envie de le réécrire. Mais... Ce qui était le cas de Marcel aussi, qui adorait réécrire ses livres. Dans tous ses livres déjà publiés il y a longtemps, on retrouve toutes les pages qui sont... Il entoure, il dit non, il faut remplacer ça, hop, il retransformait chaque paragraphe, voire même tout un paragraphe, puisque par exemple ça changeait tout le sens. On voit des livres qui ont été totalement réécrits chez Marcel. Et aussi, ce qui est important à souligner, c'est que tu as cherché beaucoup d'éditeurs avant de trouver le tien. Et surtout, quand tu avais des refus et que tu te disais, bon, c'est fini, ça ne sera jamais édité, tu ne te disais pas, je vais l'éditer moi-même. Ça, tu as toujours fui l'auto-édition. Surtout, je ne me suis jamais dit que c'était terminé, parce que je savais très bien à quoi m'attendre, même si
avant d'écrire ce livre, et même pendant l'écriture, je me suis jamais dit que j'allais publier un livre. Mais j'étais très consciente du fait que c'est très difficile de trouver un éditeur quand on n'est pas connu, et que de toute façon j'allais avoir des tas de lettres de refus, donc j'ai jamais pris ça personnellement, et j'y allais par vague en fait. J'envoyais au moins 5 envois ensemble, puis j'attendais quelques mois, et puis j'y revenais, j'avais d'autres choses à faire entre temps, donc c'était pas grave. Et j'ai toujours senti que si ça devait aller quelque part, ça irait quelque part. Et là, maintenant, depuis qu'il est sorti fin septembre, je me rends compte que depuis 5 ans, c'est le livre qui m'a menée là où je suis, quoi. J'ai rien fait toute seule. Et c'était ce qui était important pour toi dans la recherche de l'éditeur, c'est qu'on ne souligne jamais assez l'importance du travail avec l'éditeur. Oui. Qui est un travail... Et là, c'était particulier parce qu'on a travaillé à voix haute. Et moi, je ne sais pas comment on travaille avec un éditeur, mais j'ai que cette expérience-là. Et pour moi, c'est déjà assez singulier, puisqu'on a travaillé donc, à la boutique librairie Maelstrom pendant que David Giannoni tenait la boutique. Donc il y avait des allées et venues, et il me faisait lire pour retravailler le texte, avec cet exercice aussi de ne pas s'arrêter quand quelqu'un arrive, et de comprendre intuitivement comment, si quand on bute sur un mot, c'est parce que le mot il n'est pas à sa place, ou bien si c'est parce que je suis décontenancée ou que j'ai pas bu assez d'eau. Enfin, c'était vraiment un travail très complet et en même temps très dense en très peu de temps. Et il m'a laissé après retravailler. On a fait ce travail-là ensemble parce qu'il sentait que j'avais besoin d'une écoute et d'une altérité qui puisse avoir un regard très extérieur. Et ça, c'est ce que je cherchais même avant de le rencontrer. C'est ça que je cherchais en cherchant un éditeur. Je voulais un vrai travail sur le texte pour... en sachant que moi, en étant dedans, je sais pas, je pourrais jamais avoir ce regard extérieur-là. Et ensuite, j'ai retravaillé seule, et en même temps, il était là. Donc, pour moi, c'est ce travail-là qui doit être fait sur un texte quand on veut le publier. Il y a beaucoup de différences entre le texte que tu lui as envoyé et le texte qui est maintenant édité? Pour moi, oui, et en fait, pas tellement. Parce que mon premier jet est toujours très proche de la version finale, parce que je ne peux pas aller dormir si je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai écrit ce jour-là. Et donc, je vais au bout des choses, même si j'écris que 3 lignes sur la journée. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, si j'écrivais sans me soucier de rien, juste pour avoir l'histoire et ensuite retravailler, c'est aussi une discussion que j'ai avec des auteurs qui me disent « mais écris ton premier jet, et comme ça c'est sorti, et après tu retravailles ». Je peux pas faire ça parce que c'est tellement chaotique dans mon cerveau que si je sors tout, à la fin c'est un bordel monstre et j'ai même plus envie d'y aller. Il y a trop de travail, il y a trop de... Et puis relire quelque chose qui, moi, déjà me semble bancal, parce que alors j'écrirai comme je parle et c'est pas très joli parce que je trouve pas les mots exacts et je contourne pour essayer de dire ce que je veux dire. Voilà. C'est pas possible, quoi. Donc le premier jet est déjà très très précis, et après le travail qui a été fait, c'est il y a eu quelques réécritures quand même, mais très pointues, quoi. Et puis j'ai beaucoup chipoté sur la ponctuation que j'ai décidé d'enlever au dernier moment parce que je m'y retrouvais pas, et je suis toujours en train de me poser des questions sur cette ponctuation, donc voilà. Le travail aurait pu continuer, mais là, il est terminé. Par rapport à Marcel, peut-être expliquer un petit peu comment... donc tu l'as rencontré parce qu'on faisait un film sur lui, et tu ne l'avais jamais lu avant. Et quand tu l'as rencontré, tu as ressenti quelque chose de concret avec lui. C'est-à-dire tu as rencontré un auteur comme tu ne l'avais jamais fait avant. Ouais. Pas vraiment... J'avais rencontré Armel Job en classe de français, quoi. Ouais.
Mais là, le fait d'aller chez un auteur sans l'avoir jamais lu, je sais pas, c'était... Et puis la façon dont il nous a reçus à 10h du matin avec du Porto, comme si on était des grands amis. Et de la lèvre. Et de la lèvre. Mais et le fait de l'entendre parler de ses livres, j'ai tout de suite compris que c'était une espèce de force vivante dans sa littérature, et je me suis interdit de le lire. J'étais en train d'écrire mon livre, et je voulais pas le lire avant d'avoir terminé mon écriture, parce que je sentais que ces mots allaient manger les miens. Donc j'ai terminé mon livre, et après j'ai commencé à lire Marcel Moreau. Et est-ce que pour toi c'est la même chose que... Parce que c'est pas lui, quand il y avait des images chez lui qui étaient... qui pourraient paraître que des images. C'est-à-dire quand il disait moi je suis levé par les mots, ce sont les mots qui me lèvent. Souvent on peut entendre ça, un artiste qui dit ce sont les mots qui me dirigent, et alors c'est qu'une belle image. Mais chez lui, il le disait dans ses livres et il le vivait comme ça. C'est assez curieux, quoi. Est-ce que tu aurais ce même rapport que lui avec tes mots ou pas du tout? Je sais pas trop, parce que d'ailleurs on avait cette discussion avec Marcel enfin il avait senti que j'étais très cérébrale, et en même temps quand j'écris ce sont aussi des fulgurances, et ça vient vraiment du ventre, mais il avait senti que je réfléchissais trop, et donc c'est vraiment un mélange des deux, et c'est aussi très difficile pour moi de trouver l'équilibre. D'ailleurs c'est ça qui était difficile en retravaillant le texte, c'est que je devais rester dans ce qui avait fait sortir les mots, tout en utilisant mon cerveau pour savoir est-ce que vraiment ce mot-là c'est le bon à cet endroit-là. Enfin, c'est vraiment quelque chose, enfin une interrogation qui m'occupe tout le temps en fait. Est-ce qu'on a dépassé l'heure ou pas? Il est 15h58. C'est pas mal. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Parce qu'on a dit beaucoup de choses intéressantes quand vous n'étiez pas là. Ça, c'est peut-être intéressant aussi. Voilà, c'est peut-être mieux de laisser. J'avais envie justement que ça soit. Oui. Oui, j'ai une question. Au début, vous avez dit, enfin, le titre c'est roman, poème. Pourquoi pas poème en prose? C'est pas pareil, hein? Non. J'avais envie d'appuyer sur le terme roman, parce que vraiment c'était mon idée de base, quoi. Je voulais vraiment écrire une histoire, pas forcément sur ce que j'avais vécu, mais qui venait de Malte. Et voilà, après il est sorti sous cette forme, et j'ai bien senti en envoyant mon texte à des éditeurs de romans dès le début que dès que ça sautait à la ligne, c'était pas possible. Donc il fallait dire que c'était de la poésie. Mais pour moi, ça reste un roman. Ça reste vraiment un roman dans sa structure, au sens le plus traditionnel du terme aussi, avec une histoire qui se suit, des personnages et des choses qui leur arrivent, quoi. Yes. Si je peux raccrocher directement à cette question, mais avant, quand même, un petit prémisse. Merci. Oh, enfin, des jeunes avec qui je peux m'entendre. Des jeunes qui ne sont pas dans le W, la violence et la vulgarité. Oui. Des jeunes qui aiment les mots. Oh, merci, merci. Je comprends pourquoi nous avons fait 1h30 de route pour arriver ici. Bon, alors, gloire à notre éditeur. Éditeur commun. Oui. Parce que quand est sortie La Belle Enceinte, Nos amours de Flandre et de Picardie, comme je m'étais dit, Nos amours de Flandre et de Picardie, je l'ai proposé à un éditeur flamand romaniste qui s'était jadis dérangé jusque Neupré pour venir m'interviewer, etc. Il me dit, il va aimer. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Écoute, Rosemarie, il faut savoir
tu mélanges le roman et la poésie. Non, écoute, décide-toi, non, ça ne va pas, je ne peux pas publier ça. Bon, un peu après, je le présente à David Giannoni, qui a été tout de suite emballé, et entre-temps, je trouve une phrase d'un auteur antillais très célèbre, mort il y a quelques années, vous allez me rappeler qui c'est, parce que moi j'arrive à l'âge où bientôt je vais oublier mon propre nom, mais lui a écrit: nous pouvons écrire des romans qui sont des poèmes, nous inventerons des genres nouveaux dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Et David Giannoni a dit: oh, on met ça en épigraphe, on met ça en exergue. Merci. Est-ce que je peux poser une petite question un peu dérangeante? Quand j'entends dire la langue à Malte, l'anglais, ça n'existe plus, la langue maltaise. Les gens sur place ne parlent plus le maltais. Si, bien sûr. Là, il y a deux langues officielles, le maltais et l'anglais. Et beaucoup de gens parlent aussi italien. Et donc le maltais, c'est un mélange d'arabe, d'italien et de langue européenne. C'est une langue très, très gutturale comme ça. Mais donc les Maltais parlent le maltais et l'anglais. Et moi j'étais dans une école pour apprendre l'anglais. Et en fait je suis partie à Malte. J'ai pris le prétexte du stage en entreprise. Je suis partie à la Bibliothèque nationale de La Valette. Et j'avais des cours d'anglais. Et c'est de là qu'est parti... Enfin, dans mon livre, je parle d'une école où on parle l'anglais, et donc c'est de là qu'est parti. Et ça, c'est encore très original, de vouloir apprendre l'anglais et d'aller à Malte. Ça ne court pas les rues. C'était une fuite aussi, quand même, ça on peut le dire. Peut-être que c'était c'était une fuite, ça. C'était, ouais. Qui est d'ailleurs un peu dans le fond un jardinet étouffé, mais passons, tu n'es pas d'accord. Et cette façon de noter les mots, moi je suis philologue de formation, et ça m'a fait penser en vous écoutant à une réflexion d'Edmond Jabès. Je l'ai entendu un jour dire: quand je vois dans un dictionnaire, à côté du mot, le mot vieilli, je prends ce vieillard par la main et je le mets dans mon poème. C'est pas beau ça? Ah oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas... Il y a certains mots qu'on dit vieillis, et en même temps on utilise des mots sans plus savoir ce qu'ils veulent dire. Alors, on utilise des mots à tort et à travers, des humanistes maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? On l'utilise... Et il y a plein de mots valises que tout le monde utilise et personne ne se comprend en fait. À cause de ça, à mon avis. Et moi je ne suis pas du tout... pas écrivain du tout, mais je le ressens fort dans les conversations, dans les débats qui ne font que passer d'un mot à l'autre, et tout le monde se racrapote sur un mot parce qu'ils ne le comprennent plus. C'est comme disait dans ton film Marc Wachber, qu'il déteste le langage médiatique. Parce que c'est vrai que le langage médiatique, on dit n'importe quoi. Il faut revenir à un langage... mais c'est dans la vie maintenant, ça, c'est devenu dans la vie, c'est le cas, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps, c'est devenu, on ne sait même plus de quoi on parle. Et on est totalement, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Voilà, s'il y a d'autres questions. Ah oui, non, il y avait aussi un autre truc que j'ai oublié, c'est pourquoi cette forme donc, de roman poétique, ça venait de Paul Auster aussi, je pense, non? Tu n'avais pas dit que c'était... Tu avais parlé de Paul Auster, qu'il y avait un texte qui ressemblait... Non. J'ai rêvé. J'ai parlé de Paul Auster parce que... Mais ça n'a rien à voir, c'est Paul Auster qui disait... dans l'un des derniers livres, c'est un entretien avec une journaliste. Et au tout début, il dit, mais les critiques... C'était pas un discours de haine contre les critiques, mais il voulait dire qu'il n'était pas ce que les critiques avaient vendu de lui en fait. Les critiques prenaient l'œuvre qui est romanesque, qui est vraiment de la fiction, en essayant de faire parler cette fiction, en essayant de faire parler cette fiction de l'auteur, comme si, à travers la fiction évidemment, si on connaît l'auteur, on le retrouve. Mais si on ne le connaît pas, inventer des choses... Enfin, c'était une idée que les journalistes se faisaient de lui, qui a été colportée puisqu'il a eu du succès. Et donc, il dénonçait un peu ça, le fait que les journalistes, au lieu de parler d'une œuvre
déjà ils l'analysent, mais en plus ils analysent la biographie de l'auteur, ils la mettent toujours côte à côte avec l'œuvre, quoi. Ça, c'est insupportable. Ouais. Voilà. Et donc ce qui m'énervait quand Stéphane a commencé à me dire, alors ça l'a énervé beaucoup. Je vais te dire ça comme question, que Myst, donc le personnage de mon livre, c'est moi. Ben non. Et depuis la publication du bookleg, je me débat pour essayer de faire comprendre aux gens la différence entre auteur et narrateur. C'est quand même la base. C'est quand même je sais pas. C'est pas évident, mais... Bon, mais... Jean, oui. Oui, moi je voudrais faire une réflexion, poser une question. Alors, merci. Et moi je constate, d'après de ton intervention et de votre entretien, et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, qu'en réalité tu t'es soumise à la torture ici. Tu t'es vraiment soumise à la torture où on t'oblige à sortir des choses, alors qu'en fait la seule envie que tu as, c'est de lire ton livre et qu'on le lise. Donc c'est ce qu'on va faire. Bravo. Très bien. Il n'y avait pas un auteur qui t'avait justement... il n'y avait pas un auteur qui avait été le déclic pour ça, cette façon, il me semblait qu'il m'en avait parlé. Non, justement, moi, tout en étant consciente de n'avoir rien inventé, parce que les premiers romans ont été écrits en vers, je n'étais pas du tout une lectrice de ce genre-là, complètement hybride. D'ailleurs, même pas une lectrice de poésie à la base. Et donc, pour moi, c'était nouveau. Dans l'écriture et dans la lecture, je me suis inventé mon propre truc en sachant que je ne suis pas la seule à faire ça. Donc, j'ai pas de modèle. Mais maintenant, je commence à lire ce genre de récit en vers. Bien, bien. Parlons de littérature engagée maintenant. Mais on va vendre les livres et on va peut-être boire quelque chose, je pense, entre deux. Bravo.